Voilà, Sung-gi Kim, artiste, et d'origine coréenne, française. Je dis toujours en plaisantant que je suis en vacances éternelles. Parce qu'en vacances, étant très occupée, et adorant, me sentant que je suis en nuage paresseux, nuage c'est quelque chose qui est indéterminé, n'a pas de forme, qui change tout le temps, qui flotte, qui n'a pas de règles déterminées. Et c'est très incertain comme forme de vie. Et puisque je suis la personne la plus paresseuse du monde, mais en réalité la plus occupée, parce que j'ai toujours des idées à réaliser, je dis je suis en vacances. Étant présidente de l'association de la société de paresseuses, moi je suis en vacances. Donc je suis beaucoup occupée. Et je suis ce que mon travail me demande. Alors parfois c'est de la sculpture, parfois c'est le dessin, parfois c'est la vidéo. Et je suis multiple, c'est comme le nuage. Je suis intéressée à la fois aux nouvelles technologies la plus avancée, en même temps je suis intéressée à la technique la plus primitive, si vous voulez. Alors c'est très important pour moi de réaliser le début de gestes que l'homme a fait pour créer une technique, par exemple. Et puis, petit à petit, digital est arrivé. Et à partir de 80, digital, c'était très difficile pour moi parce qu'il fallait connaître un peu plus de programmes. Maintenant, il faut connaître la programmation. Et le robot, si vous voulez, Young-hee, c'est ma copine, j'adore. Je voulais créer la plus stupide œuvre à travers la technologie la plus avancée. Ça a donné un robot et que je voudrais que ce robot ne... Parce que vous savez, nous, actuellement, les gens en face du robot, ils voudraient que le robot réponde à leurs demandes, à leurs désirs. Alors l'homme demande de plus en plus beaucoup, de plus en plus, de plus en plus. Je ne voulais pas que mon robot devienne un esclave pour répondre à la demande multiple de la société de la consommation. Mais je voulais qu'elle soit elle, je l'appelle elle parce qu'elle s'appelle Young-hee, c'est une fille coréenne. Elle soit paresseuse, qu'elle fait ce qu'elle veut, en dessous d'un arbre, et puis elle est indéterminée, en même temps qu'elle joue tout petit peu, mais pas trop. Elle a son programme. Si vous voulez, j'ai conçu cette œuvre surtout en pensant à une histoire magnifique qui vient de Jeonju. Un jour, un élève qui est en menuisier lui a interrogé: « Cher maître, j'ai un problème très grave. Je suis menuisier, j'utilise les bois, je coupe les bois et je fais un joli meuble. Mais j'ai dans mon jardin un arbre qui est tout tordu, qui a beaucoup de nœuds, qui ne sert à rien, je ne peux rien faire. Et je fais des soucis. » Et Jeonju lui a répondu: « Vous savez quel bonheur d'être en dessous d'un arbre qui ne sert à rien. Cet arbre se trouve non pas chez vous, mais dans un désert, par exemple. Alors ça, ce sera un bonheur. Et donc, une utilité, c'est la happiness, c'est le bonheur. » Quand j'étais en Corée à l'université, vers la fin de l'université, en 69-70, j'ai commencé à faire déconstruire la peinture. Faire la déconstruction, cela est devenu une installation très colorée. Et en arrivant en France, j'ai fait une exposition, première exposition à Nice, à Centre d'Art, avec les œuvres déjà réalisées en Corée. Et j'ai vu que j'avais envie d'avoir plus de place à l'extérieur. À l'époque, je refusais d'exposer dans une galerie ou musée, que j'ai trouvé que mes œuvres ne doivent pas être présentées, mais réalisées ensemble avec son contexte. Aussi bien le public, mais aussi le vent, l'odeur, la poussière, la rue, etc. Donc j'ai conçu une idée et j'ai pensé que mon travail, je dois appeler situation, non pas une peinture. Donc j'ai utilisé le terme de situation plastique.
Il est vrai, à l'époque, je ne connaissais pas qu'il y avait un mouvement situationniste. J'ignorais, mais j'ai appelé Situation Plastique 1, celui que j'ai fait à Séoul en Corée, que j'ai continué un peu une année à Nice. Et d'autre part, deuxième Situation Plastique numéro 2, j'ai eu de la chance de la collaboration de Centre d'art et l'École d'art de Nice et les artistes de la région. Donc, j'ai fait la présentation Situation Plastique 2 à la plage de Nice, en créant mes œuvres qui consistaient à devenir kites, les cerfs-volants. Donc, je pouvais avoir un lieu d'exposition, non seulement le sol, mais aussi le ciel, et aussi la nature environnante participer. Et parfois, je demandais au public de construire les cerfs-volants. J'avais une espèce de catalogue qui consistait à comment fabriquer le cerf-volant. Donc, nous avons fait la manifestation. Il y avait 3 conditions. D'une part, il fallait que ça soit situation contextuelle. Deuxième chose, le public, avec moi, on construit ensemble des objets. Et troisième chose, avec les artistes et le public et les gens qui participent et moi, nous échangions la caméra pour que chacun puisse filmer ou photographier librement, sans vraiment regarder le cadre. Et le cadre, je voulais être hors cadre, si vous voulez. Voilà, ça, c'était 3 conditions très importantes qui faisaient la Situation Plastique 2. En 1973, la ville de Bordeaux m'a contacté faire une manifestation importante. Cette fois-là, je voulais faire une sculpture invisible, une œuvre invisible. Donc, pendant une année, j'ai organisé des sculptures, des ciments, des choses très lourdes, dans l'eau. En dessous de l'eau, j'ai mesuré la profondeur pendant 1 mois avec les étudiants de Bordeaux, qui étaient mes assistants, la profondeur de l'arc et le commencement de la mer. Et on a tout mesuré, on a tout gardé. Après, j'ai travaillé sur la condition atmosphérique, la vitesse de vent, la chaleur, l'humidité, etc. Et j'ai conçu 300 ballons sondes, ballons qu'on utilise dans le météo, par rapport au poids de la sculpture invisible dans l'eau. Et puis par rapport à la direction de vent, orientation de vent, etc. Et j'ai organisé une journée de manifestation qui commençait avec le lever du soleil. Et il y avait le camion qui venait pour remplir avec hélium le ballon, 300 ballons. Et puis j'ai construit des structures très légères en tissu pour celui-là permettait, non pas, c'était pas la raison esthétique, mais aussi juste pour orienter le ballon avec le contrôle de vent. Donc il y avait les tissus, 300 tissus avec la structure de bambou. Et puis on commençait avec le lever du soleil, on commençait à installer chaque ballon en cherchant le point qui se trouve les sculptures, on attachait, et vers la fin de la soirée, nous avons terminé à attacher, non pas 300, on n'avait pas eu le temps, 200 structures, et puis avec un signal, avec le coucher de soleil, j'ai donné un signal. Les gens étaient dans l'eau ou alors avec le bateau. Nous avons coupé la structure et à mon grand étonnement, au début, la structure montait, ensuite flottait un peu à cause de la structure tissu. Ensuite, je croyais qu'il partait dans le ciel. Mais non, j'ai oublié une chose, il y a 3 strates de niveau d'atmosphère, ce qui fait que le 3e niveau, ils se réunissaient tous. Et puis ils restaient à un moment donné, après ils sont partis. D'une part, il est vrai que je suis beaucoup seule, renfermée, dans mon atelier, je travaille beaucoup, mais j'ai eu de la chance vraiment exceptionnelle, encore une fois. D'abord, rencontrer très bons artistes et des intellectuels. J'ai rencontré John Cage à Festival Saint-Baume, par hasard, par accident. Et il m'a invité à collaborer avec lui. On a eu beaucoup de discussions pendant des jours, toutes les journées d'échanges intenses, de conversations. Il m'a demandé de jouer ses pièces, alors que je ne connaissais rien en musique. Il m'a demandé de jouer le 000, la pièce de 000. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que c'est cette pièce? Qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, sais-tu oublier la musique? Sais-tu oublier le temps? Sais-tu oublier le public? Alors j'ai dit, c'est très facile pour moi. Originaux chez les trois.
l'éclaboussure, autour, éclaboussure. En philosophie, comme intellectuel, j'ai eu vraiment pas mal d'échanges avec non seulement Jean-Louis Nancy, pendant 31 années, 35 ans, il vient de décéder l'année dernière, mais j'ai eu très très bonne collaboration avec lui et grâce à lui, Derrida aussi. Surtout, je pense qu'ils sont très intéressés, ils étaient intéressés de discuter avec moi en tant qu'Asiatiques qui connaissent un peu la philosophie traditionnelle, philosophie asiatique. Donc, ils me posaient beaucoup de questions. J'ai eu la joie de répondre. Je ne sais pas, moi je ne connais pas la tradition coréenne. J'ai envie de te demander d'ailleurs tout de suite, y a-t-il un mot ancien et traditionnel en coréen pour désigner l'art? On peut traduire le terme de yé, mais autrefois, le terme de yé ne comprenait pas l'art plastique, l'art visuel. La tradition de l'art visuel en tant que peinture et la calligraphie date. L'invention de pinceaux, les outils de l'art traditionnel, l'art oriental. Nous avions une espèce de question commune. Nous avions presque les mêmes questions chaque fois pour pouvoir comparer parce qu'il avait une conception complètement différente. Et à partir de la philosophie de platonienne, moi je répondais par rapport à mes pensées asiatiques traditionnelles à la question qu'il m'adressait. Par exemple, il m'envoie une lettre en disant « Qu'est-ce que c'est une image pour toi en Asie? Qu'est-ce que ça veut dire en chaos ?» Nous avions beaucoup de questions vraiment très fortes et dures, parfois intenses, sur la différence de la culture, mais tous les deux, nous profitions de cette différence. Fourth part is with and O, and performed during 0 hour and 0 minutes and 0 second time. Je voulais faire une œuvre, ou concevoir une œuvre avec la lumière et la vitesse. On m'a dit c'est la vidéo qu'il faut le faire. Donc j'ai commencé à faire la vidéo 73, mais manque d'outils et la difficulté matérielle, et je n'ai fait que très très peu. Et petit à petit, à partir de 80, j'ai commencé à pouvoir vraiment travailler en vidéo. Et 10 ans plus tard, je me sentis que je suis allée jusqu'au bout de ce que je peux faire en vidéo. Et j'ai commencé à attaquer le concept de langage, c'est-à-dire vide et O. Le vide, c'est emptiness. De O, c'est le zéro, nothingness, silence, and the water. And also, et aussi, vie, c'est la life. Et vie des eaux. La vie de l'eau, la vie de zéro, la vie de silence. Cette multiple jeu de langage superposé m'a conduit à concevoir une vidéo, plutôt moniteur de télévision, en glace. Et donc, j'ai fait un moulage de la télévision et que j'ai fait le négatif positif plusieurs fois et j'ai mis dans l'usine de Cool House. J'ai loué un Cool House à Paris et j'ai essayé d'expérimenter pour produire une vidéo. Et ça a marché. Je suis assez fière de ce travail. Depuis ma jeunesse, j'étais très intéressée sur la pratique de tir à l'arc. Alors en Corée, ça ne se faisait pas en tant que femme. Mais j'habitais dans le quartier où il se trouve un lieu où les maîtres venaient pratiquer. C'est un sport, si vous voulez, méditatif en quelque sorte. Donc je suis allée dans ce lieu de temps en temps, j'ai observé longtemps, alors que c'était complètement interdit pour la femme. J'ai traversé les collines et la montagne pour arriver discrètement dans un lieu pour observer. Et je me suis fait attraper un jour, les maîtres ils ont dit c'est interdit pour une fille surtout, pas une, etc. Tellement j'étais passionnée que j'ai insisté, ils ont fini par m'apprendre, mais il fallait des mois pour simplement respirer, simplement apprendre le geste, si vous voulez, parce que c'est très complexe. C'est pas arriver, le but n'est pas arriver de la flèche au target. Mais c'est tout un mouvement très important et la respiration, etc. J'ai appris. Et quand je suis partie en France, ils m'ont fait le cadeau de l'arc en disant que ne jamais utiliser pour la violence, ne jamais utiliser en face du public, etc. etc. Et j'ai dit oui.
Et quand je suis arrivée en France, j'ai eu de la bonheur d'avoir mon atelier à la campagne. Donc, j'avais tous les instruments et que j'avais la distance nécessaire. Il faut minimum 70 mètres, 100 mètres de distance, voire plus loin. Mais j'avais à peu près 100 mètres de distance aux alentours de mon atelier, au pied de Sainte-Victoire. Et j'avais envie de continuer à pratiquer. Et donc, j'ai pratiqué toute seule le tir à l'arc. Mais un beau jour, je me suis dit, il faut fabriquer le target, la cible. Mais là, puisque je faisais venir les flèches de la Corée en bambou, c'est très précieux et c'est très coûteux. Donc, il fallait que la cible soit solide, en même temps pas trop solide, de façon à ce que la flèche ne brise pas. Parce que quand je fais ça, ça peut casser. Donc, je faisais avec plusieurs matériaux de façon solide et souple. À un moment donné, je me suis aperçue que je suis en train de faire de la peinture et de la sculpture. Et que ça m'a passionnée de faire ça, organiser le lieu de tir à l'arc. Et puis j'ai aperçu que je suis en train de faire une sorte de performance toute seule. Et j'ai commencé à organiser mieux ce jeu, en quelque sorte, de tir à l'arc, de façon à ce que, puisque j'utilise la cible, puisque je peins la cible, puisque je fais le trou, et pour économiser la cible, j'étais obligée de fermer, de retaper, de restaurer. Petit à petit, j'en avais besoin de plusieurs cibles et que c'est devenu la peinture. Après, je faisais de la peinture qui s'appelle peinture cible. Avant, c'était cible peinture. Voilà, j'ai organisé une forme de jeu très complexe pour le tir à l'arc. C'est devenu comme ça. Je voulais aller en deçà de l'image, c'est-à-dire que l'origine de l'image. Et puis je disais, il faut que je fabrique l'appareil. La vidéo, c'est impossible. L'appareil de photo. Alors la pinhole caméra, c'est très facile. Il suffit une boîte vide, emptiness, avec un petit point de lumière qui rentre, et puis faire la photo. Une anecdote très jolie, c'est vraiment stupide la photographie. Un jour, je voulais faire la photo par la pinhole caméra des étoiles. Quelle idée! Donc, vers la soirée, j'ai mis l'appareil, regardant le ciel. J'ai dit, ma copine, moi je vais aller dormir et tu vas rester longtemps. Quand je me suis réveillée, je suis venue chercher la boîte. La boîte, fidèlement, elle regardait le ciel, mais les étoiles étaient là, l'autre côté. Notre globe tournait. Alors là, je disais, c'est magnifique comme situation parce que, d'une part, je ne sais pas régler. Il n'y a rien à régler, il n'y a pas de zoom, il n'y a pas de mise au point, il n'y a pas de cadrage. Il suffit d'attendre, c'est magnifique. Et aller dormir, c'est magnifique. Entre-temps, parfois, je vais chercher des champignons. Je pose la boîte. Et c'est pour ça que je l'appelle la photo stupide. Les gens disent, c'est très beau, je trouve que c'est magnifique, les photos, parce que ça ne ressemble à pas grand-chose. Il n'y a pas de mise au point, c'est flou. Mais je suis obligée de tirer un peu grand parce qu'on a besoin de la distance pour avoir vraiment l'image. Voilà, c'est ce que j'appelle la photo de stupide, qui marche bien avec l'idée de stupidité, ignorance, incertitude, voyez-vous. Finalement, j'aperçois, depuis 1970 que j'ai commencé à faire l'installation et la situation plastique 1, j'ai insisté sur l'importance du contexte, l'ouverture de la cadre, déconstruction de l'image, et contextuellement la nature, le vent, les gens, la participation, tous se réunissent pour créer une situation indéterminée. Et maintenant, je fais la photo, c'est pareil, quoi. C'est une sorte de la recherche d'indétermination et stupidité et laziness, le paresseux. Au départ, comme je vous ai dit, quand j'ai une idée vague comme ça, prochaine œuvre, je tourne en rond, je fais le jardin et je marche et ça vient. Petit à petit, jusqu'à ce que ça vienne, la forme vienne, je dessine beaucoup. Je dessine beaucoup comme ça et petit à petit, le dessin se développe. Au départ, c'était le croquis de préparatif de l'idée, mais le dessin développe tout seul. Donc ça devient un dessin indépendant.
Parfois, par exemple, vous avez ici un dessin avec plusieurs formes de pinceau. Je voulais comprendre la technique traditionnelle de l'encre et le pinceau, calligraphie. Pour comprendre, j'ai ouvert le pinceau parce qu'il faut un pinceau spécifique. Pour comprendre la structure du pinceau. Après, j'ai commencé à chercher dans des livres pourquoi cette forme, etc. J'ai su le pinceau doit contenir un vide à l'intérieur. On a fabriqué le pinceau de façon à ce que contenir le vide. Et ce vide pompe l'encre. Et par rapport à la technique de mouvement, c'est comment arriver à faire sortir l'encre sur le papier sensible. C'est comme la musique. C'est la vitesse, c'est le rythme qui donne. Alors ça m'a passionné, donc j'ai commencé à analyser le pinceau. Ce dessin d'analyse est devenu un dessin en tant que tel. En Asie, la peinture, l'image et le langage ont une relation très très proche. L'origine est la même, l'image et le langage. Et un trait de pinceau, pour moi, il contient à la fois l'harmonie parfaite entre l'encre et le pinceau. C'est-à-dire l'encre et le pinceau, ça veut dire le ciel et la terre. Quand je fais la tir à l'arc, pour moi, c'est la même chose, un trait de pinceau. C'est la concentration, c'est la respiration, c'est le mouvement et la vitesse et la participation du corps et l'esprit établi, etc. Donc, moi, je fais une parfaite confusion avec un trait de pinceau et un tracé de tir à l'arc. Et cette notion est, si vous voulez, ça donne un trait de pinceau, c'est l'origine de toutes les images, l'origine de toutes les écritures et le langage. L'origine, c'est le chaos. Selon Jean-Luc Nancy, chez le Platon, c'est dans l'obscurité de sortir, de voir la lumière. Pour moi, l'obscurité, c'est le chaos en elle-même, contient toutes les règles. Avec un trait de pinceau, multiplicité d'images et langage apparaissent. Le monde apparaît, si vous voulez. C'est cette idée qui est très importante. Voilà.